Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui passe en revue les nouveautés manga. Aujourd'hui on parlait de Adam et Ève et de Batman et la Justice League. On commence avec Adam et Ève aux éditions Kazé, une série finie en 2 tomes. Donc pour commencer, petit résumé. Alors c'est l'histoire d'une réunion de Yakuza, ces Yakuza qui se réunissent assez régulièrement dans un bar à hôtesse, et ils discutent de tout et de rien. Et un soir, il y a un couple d'hommes et de femmes invisibles, donc il y a un homme et une femme, qui rentrent dans ce bar et qui va jouer à un petit jeu morbide avec les Yakuza, et ben au fur et à mesure ils vont les tuer. Voilà. Alors déjà au dessin, on a Ryoshi Ikigami, le mec qui a dessiné Crying Freeman et Sanctuary, qui ont été scénarisés respectivement par Kazuo Koike, le mec qui a écrit Lady Snowblood, et Buronson, le mec qui a écrit Okuto no Ken. Donc déjà le mec, il pèse. Oui, il pèse lourd. Et honnêtement, si vous aimez la beauté, si vous aimez les hommes beaux bien dessinés, vous allez être servi parce que Ryoichi Ikigami, c'est un petit peu son style de faire des mecs beaux gosses, juste stylés. Donc si vous aimez ce genre de style, vous allez kiffer. Voilà. Par contre, ça reste un manga assez trash. On est quand même dans un vrai seinen, un seinen pour les hommes. C'est un seinen comme on les aime. Bien violent, bien vulgaire et bien sexuel. Il y a comme une scène où un Yakuza doit une meuf, donc c'est pas un manga à donner à n'importe qui. C'est comme dessiné plus un public assez mature. Les moins de 18 ans, ça peut aller. Les 16-18 ans, ça peut aller. Mais je dessine comme ça au plus de 18 ans. Ça reste quand même un manga pour public averti. En plus, ce que j'aime dans ce manga, c'est qu'il y a un petit côté super-héros, parce qu'on suit un couple d'hommes invisibles, donc un homme et une femme invisibles, qui vont persécuter des Yakuza, qui ont eux-mêmes des super pouvoirs. Bon, c'est pas genre je lance des boules de feu, je suis télépathe, non, c'est plutôt j'ai un super odorat, un super goût, une super ouïe, super vue et un super toucher. Sur les 7, il y en a 5 qui ont ces pouvoirs-là, plus il y en a un sixième qui peut parler avec les fantômes, ressentir les fantômes, et un septième, il est mort avant qu'on sache qu'il savait faire, donc je ne dirais pas plus. Et c'est quand même stylé parce qu'ils ont quand même des pouvoirs assez cool. Genre, il y en a un, il a une ouïe tellement puissante qu'on lui oblige à mettre des bouchons pour réduire sa sensibilité au son. Il y a un mec qui peut voir la chaleur, tu vois, il peut voir les gens, si les gens visibles, il peut voir leur chaleur. Il y a un mec, tout ce qu'il touche, il le mémorise. Et voilà, il y a des trucs comme ça, c'est quand même, je dis, mais c'est des points un peu pétés, parce que finalement c'est pas très terrible pour dire la sentinelle, mais en fait au mieux d'avoir une seule sentinelle, la série je parle, donc un mec qui a tous ces sens là réunis hyper développés, ils ont chacun un sens hyper développé, mais ça reste quand même super stylé à suivre, et quand tu les vois enquêter sur ces hommes invisibles, putain t'es pris dans le jeu, très clairement t'es pris dans le jeu. En conclusion, une chouette série en 2 tomes bien cool pour découvrir le style de Ikigami. Franchement, si vous aimez ce style visuel, eh bien vous allez aimer Sanctuary et Crying Freeman. Le problème, c'est que les mangas sont en rupture de stock ou alors faut les acheter à 100 € pièce. Et j'espère que si ce manga se vend bien, eh bien que ça va encourager les éditeurs à rééditer Crying Freeman et Sanctuary. Parce que moi je les ai pas dans ma collection et j'aimerais bien les avoir. On passe maintenant à Batman et la Justice League. Résumé, donc on suit Rui, un jeune japonais qui vient dans la ville de Gotham pour retrouver ses parents. Il se passe des embrouilles, il rencontre Batman, sauf qu'en même temps dans la ville de Gotham, il y a un truc qui s'appelle les Leylands qui se déclenche, c'est une sorte d'aura de la Terre ici, qui a des endroits clés de la Terre qui commencent à se réveiller, et donc il y a plein de méchants qui commencent à arriver pour foutre le bordel, donc Batman va enquêter, mais en même temps il y a Rui qui va enquêter, enfin... C'est pas nul, mais je vais en dire pas forcément du bien pour ce premier tome. Alors déjà au dessin pour ce Batman and Justice League, on a Shiori Teshirogi, la mangaka derrière Senseiya The Lost Canvas et Senseiya The Lost Canvas Chronicles, qui sont des super spin-off Senseiya. J'ai déjà fait une grosse vidéo de 20 minutes dessus qui a plus de 2000 vues, donc allez la voir tout de suite. Et ben là, c'est un peu bof par rapport à Senseiya, surtout quand on voit certains super-héros d'ici, son style passe pas forcément. Dans l'ensemble, c'est du bon taf. Les persos sont quand même bien dessinés. Quand tu vois Batman arriver, qu'il y a des effets d'aura autour de lui, c'est stylé. Les décors, ils sont super stylés. Tout ça, tout ça. Mais il y a un petit côté shoujo qui passe avec Senseiya. Mais dans l'univers d'ici, ça fait un peu bizarre. Voilà. J'aimerais maintenant parler d'un défaut qui va sûrement revenir dans d'autres critiques, mais que pour moi, c'est pas vraiment un défaut. C'est la japonisation de l'univers d'ici.
Le vrai héros du manga, pour moi, c'est pas forcément Batman, c'est Rui, un japonais qui essaie de retrouver ses parents qui ont disparu depuis 1 an dans Gotham City, la ville avec le plus gros taux de criminalité des États-Unis d'Amérique. Et donc, on va lui suivre enquêter, il va rencontrer Batman, il va même devenir pote avec Bruce Wayne parce que ses grands-parents étaient amis avec les parents de Bruce Wayne, donc ils lui ont dit si t'as un souci, va voir Bruce Wayne, voilà, tout ça, tout ça. À côté de ça, il y a aussi un méchant de l'univers Batman qui est un sbire, qui est un samouraï. Donc c'est vraiment l'univers japonais qui rentre dans l'univers de Batman. Et je dis, pour moi, c'est normal. L'auteur est japonais. Forcément qu'elle va amener dans l'univers qu'elle est en train d'écrire des choses qu'elle connaît, des choses qu'elle maîtrise. Donc des trucs japonais. Et il faut aussi rappeler que DC supervise les personnages. Donc, forcément, si elle dit ouais, je veux créer un personnage samouraï, DC dit que c'est pas cohérent avec leur univers, bah ils vont dire non, tu fais pas ça. Mais en même temps, l'univers d'ici, il y a un personnage qui s'appelle Katana, qui est une fille qui se bat avec un katana qui est japonaise. Donc si pour eux, un univers japonais n'est pas cohérent avec leur univers, c'est complètement mentir avec l'univers d'ici. Donc si je vois des gens dire ah, ils ont saccagé l'univers Batman, je dis mais mec, il y a des personnages japonais dans l'univers de DC. Donc forcément que c'est possible. Même dans l'univers Marvel, il y a des personnages un peu asiatiques. Il y a Bokuto, déjà rien que ce nom c'est japonais. Il y a Iron Fist, c'est un chinois, enfin son univers est très chinois. Donc, voilà, je vais dire pas mal, mais pour moi l'univers asiatique n'est pas isolé de l'univers comics. Hein. Ils ont déjà côtoyé les deux univers, donc ça fait un peu bizarre, mais ça passe. Moi j'aime bien. J'aimerais parler d'histoire, mais pour ça il va falloir que je spoil un petit peu, donc petit bandeau spoil, je spoil la série, donc voilà. Pour l'instant, c'est sympa. Ça casse pas trop pattes un canard. Et je sens qu'on va voir un truc qui va vite me faire chier, c'est qu'on va avoir un méchant pour un héros durant les prochains tomes. Parce que je sens que tous les méchants de l'univers d'ici vont être attirés par les Ley Lines qui sont à Gotham City. Déjà, on a Ocean Master, l'un des grands méchants de l'univers Aquaman avec Black Manta qui arrive à la fin du tome. Et je sens que durant les prochains tomes, on va voir la même chose avec Sinistro pour Green Lantern, Reverse Flash ou les Rogues pour Flash, Ares pour Wonder Woman. Et si c'est ça, putain, ça va être chiant. Ça va être sympa à regarder, mais ça va être un peu chiant. Surtout que, bah, je dis que c'est sympa, parce que franchement, quand je vois Ocean Master comment il est fait, je dis, putain, il est stylé, tu sens le méchant. Mais si on va se taper un méchant, un gentil pendant 3-4 tomes, ça va être relou. Alors, en conclusion, ben, c'est sympa, mais quand je compare aux autres travaux de l'auteur, un cran en dessous, hein, Senseiya The Lost Canvas, peut-être que je le mets sur un piédestal, mais quand même, il y avait un taf de ouf au niveau des armures. Bah là, on le ressent pas parce que bah il y a pas d'armure, donc c'est un peu bizarre. Alors peut-être c'est le temps que je m'habitue au style, mais pour l'instant, bah, je dis pas que c'est plus moche que Senseiya The Lost Canvas, mais c'est juste que c'est moins beau. Voilà, c'est un peu moins clinquant. Et j'espère que ça va se vendre parce que bon, s'ils sortent le tome ce mois-ci, c'est pour surfer sur la vague de Justice League. Hein. Donc j'espère que ça va se vendre, j'espère que Kana va pas faire un échec commercial avec ça. Ça serait vraiment dommage. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ces deux œuvres. Donc avant de se quitter, comme d'habitude, pouce bleu, laissez un commentaire, partagez sur les réseaux sociaux. Il y a mon Facebook et mon Twitter dans la description. Et moi je vous dis à plus, continuez à lire des mangas et à regarder des animas. Allez, ciao tout le monde.